Eh bien bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui à Yokohama, plus précisément dans le quartier Minato Mirai. Je suis en face d'un centre des expositions et je me rends à une exposition un peu spéciale. Vous vous doutez en rapport avec quoi, sinon ça ne serait pas ici. Je vous laisse découvrir ça, c'est le deuxième jour. J'ai déjà pris des contacts, mais aujourd'hui c'est une journée avec vous. Je vous montre comment ça se passe ici au Pacific Yokohama. Alors, on commence par une dégustation, c'est comme ça qu'on dit bonjour ici. Et déjà, c'est très particulier, c'est un mélange de thé vert japonais, ce qu'ils appellent le ryokucha, avec de la menthe, ce qui est assez rare. Donc déjà, un premier bon point, on voit des choses très originales, vous allez voir, c'est pas fini, c'est que le début. Là, je vais vous le montrer, c'est un de mes préférés du salon. C'est que des single estate, c'est excellent. J'en ai acheté hier, c'est sûr que j'en rachète aujourd'hui, c'est vraiment excellent. C'est des thés de Nagasaki, ce qui est pas toujours très répandu, donc c'est assez intéressant comme thé. Je l'ai jamais bu avant hier. Oishi, arigatou gozaimasu. Bon là on arrive à un de mes stands préférés, même si c'est complètement biaisé, je veux dire, limite c'est vraiment pas pour le thé en lui-même, c'est genre juste que c'est trop bon ce qu'ils servent et le salon de thé est pas très loin de là où je vis en ce moment à Shizuoka, donc j'ai vraiment envie de passer les voir. Ils ont plein de bonnes choses, je vous laisse découvrir ça en images. Là je suis face à un stand assez original également. C'est un monsieur qui fait des mélanges entre plantes et thé. Ça se fait de plus en plus et ces mélanges sont vraiment très bons. Moi mon favori ça va être le thé vert au basilic. Donc vraiment des vraies feuilles de basilic qui va être disséminées dans le mélange et ça va donner un goût très frais, très agréable. Il y a aussi hojicha avec de la citronnelle, ça marche très bien. Et là il vient de me faire goûter un Earl Grey façon japonaise et c'est l'un des meilleurs Earl Grey sur base de thé vert que j'ai jamais vu. Donc comme quoi les japonais aussi sont très bons pour faire parfumer le thé et vraisemblablement avec des parfums de contact, donc c'est vraiment très original. Alors il y a des belles tendances et il y en a des un peu douteuses selon moi. Ils mettent en bouteille du thé, mais quand je vous dis en bouteille c'est vous savez très bien qu'au Japon on boit énormément de thé en bouteille plastique, la fameuse petto bottle, mais là c'est d'un tout autre niveau. Ils vont mettre en bouteille comme des bouteilles de vin, par exemple du thé de printemps. Après moi je me demande comment le goût évolue et c'est vendu à un prix considérable qui avoisine petit à petit les 60, 70 euros, 100 euros. Donc je comprends pas cette tendance, genre tu offres le thé comme du vin, mais évidemment bah, tu peux pas le goûter, donc tu sais même pas à quoi ça va ressembler. Moi je me dis qu'une infusion de thé qui est conservée comme ça dans une bouteille en verre,
elle va changer, hein. Je vois pas en quoi ça va être excellent, mais bon, voilà, c'est peut-être juste pour le packaging, je sais pas. Donc c'est particulier, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est assez bizarre. Alors évidemment, même si c'est le thé japonais qui est mis à l'honneur, il y a d'autres types de thé, et notamment ici donc, du thé de Ceylan. Et moi ce qui m'intéresse, c'est comment des Japonais vont vendre du thé de Ceylan. En fait, ils ont un concept assez intéressant dans leur boutique avec des plats issus de la cuisine sri-lankaise et avec du thé de Ceylan évidemment. Il y a quelques thés parfumés, ça c'est évident parce que ça le vend en poupe au Japon. Ils trouvent ça très classe, très chic de boire du thé parfumé à l'occidental. Donc voilà. Mais il n'empêche qu'il y a quelques très bons thés sri-lankais juste derrière moi. Donc c'est intéressant de voir des Japonais qui investissent dans le thé sri-lankais. Comme nous, on s'approprie le thé du Japon, eux s'approprient le thé d'une autre culture. Et je trouve ça intéressant ces mélanges de cultures. Donc c'est des choses que je vais voir aussi. Je pourrais dire non, je suis au Japon, je vois que les thés japonais, mais c'est intéressant de voir aussi ce qui se fait ailleurs et de la diversité en fait. Moi c'est ça que je recherche. Je veux pas fermer la porte à tel ou tel type de produit. Je veux vraiment être toujours dans l'ouverture, la diversité. Et c'est bien qu'il y ait de la diversité ici à Yokohama. Donc ici je suis face à un autre concept que je trouve vraiment intéressant et qui se développe pas mal aussi. Même des brevets qui essayent d'être déposés sur ce genre de choses. L'objectif c'est de pouvoir infuser le thé lyophilisé dans une machine à expresso. Ça permet d'avoir un shot de thé en fait qui aura un goût très prononcé. Donc on va rechercher un thé qui est très corsé, qui à la manière d'un café pourra être bu en shot comme un expresso, mais aussi en mélange dans des boissons avec du lait par exemple. Donc effectivement les thés torréfiés sont en tête de file pour ce genre d'expérience et le hojicha évidemment. On se retrouve en fait ici face à du thé mis en poudre. Donc évidemment il y a du matcha, donc ils font aussi des expressos de matcha, mais aussi de hojicha, comme je vous l'avais présenté à Chagama chez Okashi. Soit ils ont de la poudre très très fine, soit ils ont des feuilles très très brisées, et le résultat n'aura rien à voir l'un avec l'autre. Et c'est des belles opportunités je trouve d'évolution pour le thé qui se fait damer le pion par le café. Le thé a besoin de plus d'innovation de ce genre pour pouvoir survivre en fait, même si évidemment les puristes vont dire ah non, le thé ça se boit en feuilles, c'est quoi ces conneries? Et non, le thé c'est bu très très longtemps en poudre. Donc si aujourd'hui il y a des nouvelles méthodes de consommation du thé en poudre, et ben pourquoi pas? Si ça peut faire évoluer le thé, si ça peut le faire survivre face au raz-de-marée qu'est le café aujourd'hui, eh bien il faut y aller, il faut tenter l'aventure. Ça fait partie pour moi des meilleures innovations. On transforme le thé comme un produit qui se consomme comme le café, en shot, en base de boisson latte, avec du hojicha. Et le hojicha pour moi c'est un peu la clé, la solution pour rassembler fans de thé et fans de café. Vous avez une boisson qui quand elle est concentrée comme ça en poudre, atteint presque le taux d'amertume, le même corps, le même côté charpenté que le café, mais avec très peu de théine, si ce n'est pas du tout pour certains. Et surtout, ce goût typique du thé grillé qui plaît à beaucoup de gens qui aiment le thé en général. C'est une boisson qui est facile à appréhender, qui est facile à boire. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on arrive à importer en France parce que vraiment c'est la solution, c'est ce qui pour moi est le plus proche des deux mondes et qui pourrait être un espèce de pont entre ces deux mondes là, parce qu'il y a tellement de gens en France qui nous disent mais j'aime pas trop le thé, moi je suis plus café. Et bien là, il n'y a plus d'excuses possibles, tu bois ça, tu as vraiment l'impression d'avoir bu un café, sauf que voilà, tu pourras le boire le soir, tu pourras kiffer et découvrir le monde du thé comme ça. Et petit à petit, hop, glisser dans le monde du thé en général.
Donc c'est une magnifique porte d'entrée, c'est une magnifique façon de préparer le Hojicha et j'espère que ce concept sera repris en France. Si ce n'est pas le cas, d'ici quelques années, j'y veillerai. Vous pouvez me faire confiance. Donc en face de moi, ce que vous venez de voir, c'est une autre façon de faire qui est assez intéressante. Ils vont flétrir les feuilles de thé en fait. Donc elles vont pas être oxydées ni fermentées, mais on va juste laisser le flétrissement commencer. Ce qui va donner un arôme très particulier. Vraiment des notes assez beurrées, assez fleuries en fait quelque part, des fleurs un peu sucrées. Et c'est très très intéressant. J'adore la mascotte de Kumamoto, Kumamon. Il est absolument génial. Et ça doit être une des mascottes les plus connues au Japon. Et même en dehors du Japon, c'est très bien exporté cette mascotte de région. Il faut savoir qu'il y a une mascotte des régions pour chaque préfecture du Japon. On vient sûrement de me faire un des meilleurs matchas organiques qu'on peut trouver sur le marché. Évidemment gratuitement, c'est assez ouf. Donc voilà, quand vous parlez un tant soit peu japonais, que vous vous intéressez, que vous prenez le temps, bah voilà, ils préparent un matcha à minute, voilà, entièrement gratuitement, avec passion pour parler de leurs produits, promouvoir un petit peu leur travail, ce qu'ils font. Et bah voilà, un matcha de Uji à Yokohama dans les meilleures conditions possibles, que demander de plus hein. Voilà, même plus besoin d'aller à Kyoto pour avoir un tel matcha, vraiment un plaisir énorme en buvant ce matcha, c'est longtemps que j'en ai pas vu un comme ça. Et puis bio quoi, bon matcha bio ça existe, hein. Donc voilà, juste de poursuivre les efforts. Et voilà comment on mêle tradition, modernité, le Japon quoi. Au-dessus on a le tencha, la matière première du matcha. Et voilà, c'est meulé à la pierre, mais sans avoir à y mettre toutes ses forces. Une belle réconciliation. Ici on assiste à la frénésie des bubble tea. Je vais pas employer le terme ces choses qui nous envahissent, mais presque. Non, je parlais de progrès du thé, d'innovation. C'est sûr que c'est du génie au niveau marketing, hein, ce produit. Le bubble tea, ça plaît presque tout le monde. Sauf peut-être les vrais amateurs de thé au sens propre. Mais bon, ouais, voilà, une fois de temps en temps, le bubble tea, allez, on va dire que
que Curiosity accepte à la rigueur, à la grande limite, le bubble tea juste de temps en temps, pour faire plaisir à votre petite nièce. Non voilà, c'est un produit qui au niveau gustatif est pas très intéressant, mais voilà, c'est une très belle invention marketing. C'est une autre manière pour les producteurs de thé de vendre leur thé, faut dire ce qui est. Malheureusement, c'est un peu triste, mais voilà, c'est le business. Et voilà, ça plaît énormément, il y a une queue énorme. Et c'est un peu le thé du futur parce que voilà, vous le commandez comme un McDo sur une borne et puis hop, vous choisissez le goût que vous voulez mettre dedans, chaud, froid, avec du lait, sans lait. Bon, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Encore une fois, je suis pour de la curiosité et aussi pour la diversité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il ne faut juste pas que ça prenne le pas sur le thé plus traditionnel, le savoir-faire. J'espère que voilà, on ne se retrouvera pas dans une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années avec seulement ce type de thé-là, seulement ce type d'expérience-là. Ça serait dommage. C'est fou la queue pour un bubble tea. C'est dingue. Là, il y a une douce odeur de hojicha qui s'échappe. C'est sûrement une des originalités du salon que je voulais plus vous présenter, que j'ai découvert hier et qui m'a énormément plu. Il s'agit en fait d'une sorte de thé jaune japonais. Alors je m'explique, il y aura des vidéos sur les différents types de thé, j'expliquerai tout ça en détail. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que le thé jaune, c'est un thé vert qu'on a fermenté volontairement. Vous le savez, j'en parle souvent de cette énigmatique thé jaune. Et j'aime beaucoup en fait ce que la fermentation contrôlée évidemment peut apporter au thé. Et là, ce monsieur en fait a répandu sur les feuilles de son kama ilicha, de son thé qui a été flétri, séché avec une chaleur sèche comme les thés chinois. Il y verse du jus de feuilles de thé frais. Ce jus va faire macérer les feuilles et créer une fermentation qui sera évidemment contrôlée. Ce monsieur a une formation scientifique, donc il a travaillé dans le domaine scientifique pendant nombreuses années, donc il a une très grande connaissance de tous ces processus de fermentation et il a réussi donc à créer un kama ilicha fermenté d'une manière assez spécifique. Donc c'est ce qu'il y a ici au Japon qui se rapprocherait le plus d'un thé jaune chinois. Alors évidemment, c'est pas du tout le même terroir, pas du tout le même héritage, ça n'a rien à voir si on en parle stricto sensu, mais en termes de classification, on est à peu près dans le même type de thé. Moi qui adore le thé jaune, c'est une magnifique surprise et sûrement ma plus belle surprise du salon. Malheureusement, je ne peux pas en acheter, comme beaucoup des stands ici qui sont juste là pour présenter leurs produits. Donc il faut garder contact et après les contacter pour pouvoir acheter du thé. Donc en fait, tu fais du business sans en faire en fait. Tu donnes des cartes de visite et tu fais du business après. Mais la plupart des stands ici ne sont pas faits pour vendre les produits. Moi, je pense que ça doit coûter plus du double ou du triple pour avoir un stand qui permet la vente. Et tous les types de stands ne peuvent pas se le permettre. Le recontacter avant que je reparte en France et me faire expédier du thé, je vais voir ça. Mais c'est tout bonnement excellent. Et c'est des choses moi que j'encourage à 200%, ce genre d'expérimentation, parce que voilà quoi, le résultat est là et c'est tout bonnement excellent.
Le petit objet que vous venez de voir à l'action n'est autre qu'un Nanatoku Sasara. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de ça, c'est normal. Il s'agit d'une invention de ces farmers-là, qui est la famille Ota. Donc ils sont dans les hauteurs à Shizuoka, à Tenryu. J'ai eu la chance de visiter leur plantation de thé. Ils font un très bon tencha qui permet d'obtenir un matcha d'une qualité magnifique. J'ai posté des photos sur le Instagram, hein, je vous invite à regarder pour ceux qui avaient raté ça. Et voilà, c'est toujours un plaisir de les retrouver avec cette innovation qui est vraiment une infusion de très petite quantité, comme vous l'avez vu, hein, une espèce de coupelle qui est faite d'une certaine matière qui permet en fait que les feuilles ne s'enlèvent pas lorsque vous le penchez. C'est pour moi une des meilleures, si ce n'est la meilleure façon de déguster des grands crus, parce que ça vous permet vraiment d'avoir une infusion très concentrée et à la fois équilibrée d'un thé d'une qualité supérieure. Dégustation de Gyokuro par exemple, quand vous voulez pas vous prendre trop de théine dans la tronche ou que vous voulez pas trop saturer rapidement, voilà, c'est une toute petite quantité qui est idéale pour ce genre de thé où vraiment vous avez cette espèce de substantifique moelle, comme appellerait ça notre cher ami Rabelais. Donc c'est vraiment une façon de déguster le thé que j'aime beaucoup. Innovation quoi, c'est une maison, une famille qui est assez ancienne, qui fait du thé depuis de nombreuses générations. Ils arrivent à trouver toujours des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire et je trouve ça génial. Et quand on voit la coupelle, on se dit non mais c'est un objet qui a toujours existé à destination de ce genre d'usage, mais en fait non. J'espère que c'est un concept qui se développera. En tout cas moi j'ai acheté mes 2 exemplaires pour partager des dégustations de thé d'exception. Serviteur toujours sur les bons plans parce que là on arrive à la fin de journée sur ce salon et là où il y avait masse de monde tout à l'heure, il n'y a plus personne et ils distribuent gratuitement des bubble tea. Donc voilà, je me laisse prendre au jeu, donc voilà, je teste pour vous. Bon, beaucoup connaissent les bubble tea mais j'imagine que ceux-là sont quand même assez différents et c'est des vrais bubble tea de Taïwan parce que le personnel ne parle même pas japonais. De ce que j'ai pu goûter pour l'instant, c'est très bon. Il faut l'admettre, c'est très bon. Ça n'a rien à voir avec le thé, presque pas. On sent le goût du thé, mais on est très loin de ce qui est vraiment le thé. Faut pas bouder son plaisir non plus. Tant que ça prend pas le pas sur tout le reste, moi ça me va. Toujours la diversité, les amis. Ouais, du thé noir. Thé noir de Ceylan. Ça a le goût du Ceylan mais tellement fort que je me demande s'il n'y a pas une espèce de truc qui aromatise en plus. Mais j'adore les perles de tapioca donc je kiffe, forcément je kiffe. C'est pas si sucré que ça, donc ça c'est un bon point. Au final, je reste assez mitigé sur cette histoire de bubble tea parce que j'ai pas l'impression de boire du thé. Je passe un bon moment, mais je me dis, on veut de plus en plus retirer ce qui fait le thé en fait. Vous avez vu, je viens de vous montrer, ils utilisent comme slogan Leaf Free. Donc Leaf Free, si vraiment je vais essayer de traduire ça, d'interpréter ça, ça veut dire, et d'une part, on n'a pas besoin des feuilles, on se débarrasse des feuilles, alors il va falloir m'expliquer comment on fait du thé sans feuilles, et d'autre part, c'est, on se libère des feuilles, comme si les feuilles étaient une contrainte, alors que pour moi, c'est genre l'essence même du thé, c'est l'essence même du plaisir en fait. Donc, cette approche, elle est particulière. Niveau marketing, encore une fois, comme je le disais, c'est du génie parce que le but, c'est d'enlever au thé son aspect contraignant. Parce que beaucoup de gens voient le thé comme quelque chose de contraignant. La préparation du thé. Donc c'est pour ça qu'on a créé les tea bags, les sachets de thé. Ok,
Sauf que dans les sachets de thé, il y a quand même des feuilles de thé. Alors du coup après, on recrée, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas une nouveauté, loin de là, le thé en poudre. Donc là pareil, il n'y a plus de feuilles à proprement dit, il n'y a que de la poudre. C'est facile à infuser, hein. On fait une décoction, on fait une espèce de lyophilisation et puis hop, on met ça directement dans l'eau, c'est soluble, très bien, super simple. Et là en fait, on se retrouve comme base carrément avec des sirops aromatisés. On se demande quel est le pourcentage de thé en fait au final là-dedans. Donc easy preparation, tea flavor wheel. Donc ils sont dans un positionnement où c'est en fait le thé c'est une base, mais c'est un produit brut dont on ne verra jamais la couleur en fait. Parce que on veut cacher ça, on veut rendre ça accessible, on veut rendre ça... En fait moi j'ai l'impression que c'est de l'entertainment quoi. Genre je bois une boisson qui est rigolote, qui est originale, qui est drôle, qui est... Donc on sort complètement du cadre habituel et ça a des avantages au niveau marketing, mais au niveau de la transmission du savoir et de ce qu'est vraiment le thé, est-ce que c'est pas un danger aussi? J'ouvre cette question, à vous d'y réfléchir. Voilà, donc derrière moi, ce stand là promeut le thé japonais en général. Une association qui organise énormément d'événements à travers le Japon, avec une démonstration ici roulage à la main du thé. J'ai essayé hier moi-même, vous pouvez essayer vous-même en fait. Déjà, première chose, la table est très chaude, donc vous pouvez facilement vous brûler les mains. Ensuite, deuxième chose, c'est genre méga chaud, parce que c'est très très précis, il faut avoir des gestes très très méthodiques et répétés, et en fait vous en foutez partout. Ça ressemble pas du tout à ce que le mec fait juste à côté de vous et ça montre vraiment que c'est un métier. On n'improvise pas ça comme ça. Les tables sont vachement basses parce que c'est plutôt prévu pour des papilles qui font ça une bonne partie de la journée. C'est le métier depuis des années et des années. C'est très dur, je pense que ça doit être un métier qui est très très dur. Il y en a de moins en moins, tout est fait maintenant par machine. Mais il reste encore quelques petites plantations, quelques petites factories où les gens font ça à la main pour des thés spéciaux. La factory de Monsieur Ota que je suis allé voir dans les montagnes à Shizuoka à tel lieu font ça pour les plus hauts grades de thé. Vous avez un rendement qui est ridicule sur ce genre de méthode. 50 grammes de thé pour 5 heures de travail pour obtenir les feuilles parfaites en fait. L'objectif c'est d'avoir les feuilles les plus belles pour faire gagner les concours. Donc c'est même pas des thés qui seront véritablement commercialisés de nos jours, les thés qui sont faits comme ça. Donc voilà, mais ça reste très très intéressant et très cool de pouvoir l'essayer soi-même, ça rend un peu compte du métier. On a de la chance, dites-vous bien que quand vous buvez une tasse de thé, bon, beaucoup de choses sont automatisées aujourd'hui, mais sur plein d'aspects il y a encore le travail d'un ou plusieurs hommes très très difficile et qui payent de moins en moins bien parce que le thé japonais se porte pas très bien. Je me demande si je ferai pas une vidéo à ce sujet pour expliquer un petit peu où on en est. Quoi qu'il en soit, voilà, on termine cette vidéo dans ce salon, à cet endroit où elle a commencé. J'ai fait à peu près le tour, hein. Globalement c'est pas très intéressant ce que vous n'avez pas pu voir, mais voilà, je vous ai montré les choses les plus intéressantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo comme à chaque fois. C'est la première fois que j'en fais un dans un salon. C'est pas entièrement consacré au thé, il y a plein d'autres choses, il y a la bouffe, le café qui prend énormément de place, il y a plus de gens qui vont voir le café que le thé malheureusement. Et aussi des solutions d'emballage et tout. En fait, le thème principal c'est la nourriture pratique et plus ou moins healthy. Voilà, c'est ça le thème du salon, mais il y a quand même une bonne place du thé, j'avais jamais vu ça avant, ça n'existe pas pour l'instant en France. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire, peut-être que vous verrez ça apparaître sur la chaîne aussi. Il y a des beaux projets pour créer des salons autour du thé, j'en dis pas plus pour l'instant. Voilà, à très bientôt, merci pour votre curiosité.